Il disait que c'était impossible, qu'aucun pont ne pouvait surgir d'un désert où tout semblait voué à la poussière. Et pourtant, au cœur brûlant du Sahel, Ibrahim Traoré a vu dans les tas de pneus abandonnés non pas des déchets, mais des fondations. Que se passe-t-il lorsqu'un homme décide de reconstruire la dignité d'un peuple avec ce que le monde a jeté, sous ce soleil rouge, là où la misère était jadis une fatalité, naissait un pont, et peut-être une nouvelle Afrique. Ce pont n'était qu'un début. Derrière l'image symbolique se cachait une promesse risquée, transformer le déchet en dignité, l'impossible en méthode. En confiant cette vision à ses ingénieurs, Ibrahim Traoré engageait bien plus que son mandat, il misait sur la foi d'un peuple qui n'avait plus rien à perdre et tout à reconstruire. Le pari semblait fou, mais il touchait à l'essence même de la souveraineté. Si un pneu usé peut devenir infrastructure, alors une nation peut renaître sans dépendre d'aucune main étrangère. Les enjeux dépassaient les frontières, c'est-à-dire du Burkina Faso. Chaque mètre de caoutchouc fondu devenait un acte de résistance économique, un langage nouveau que les chancelleries occidentales ne comprenaient pas encore. La promesse n'était pas seulement celle d'un pont, mais d'un modèle, que les ressources rejetées puissent redevenir capital. Ce projet, fragile et brûlant, allait bientôt forcer le monde à choisir entre le scepticisme et le respect. 3 mois. C'est tout ce qu'il fallut pour que le premier pont en pneus recyclés traverse la rivière Tval. En moins d'un trimestre, le pays que l'on disait paralysé par la pauvreté réussissait, ce que les programmes internationaux promettaient depuis des décennies. Cette révélation fut le choc qui fit taire les rires moqueurs et donna au Burkina Faso un nouveau langage, celui de l'action. Sous le commandement direct d'Ibrahim Traoré, les soldats, les ingénieurs civils et même des étudiants formèrent des équipes mixtes. Ils ramassèrent les pneus, les firent fondre, les pressèrent, les lièrent en plaques modulaires. Le résultat sentait le caoutchouc brûlé, mais il tenait debout, solide et léger. Les premiers camions purent passer. Les enfants y dansaient comme sur une promesse. Ce jour-là, les caméras arrivèrent trop tard. Le peuple avait déjà validé l'expérience. Dans un Sahel meurtri par la sécheresse et l'instabilité, l'acte paraissait dérisoire, presque poétique. Mais les observateurs comprirent vite que cette initiative locale révélait une stratégie plus vaste. Là où d'autres importaient du ciment et accumulaient des dettes, Traoré imposait une logique d'autonomie circulaire, produire, recycler, bâtir. C'était une politique sans slogan, ancrée dans les mains des gens. Lorsque Reuters et CNN publièrent leurs premiers articles, ils y virent un geste symbolique d'un leader, non testé. Pourtant, le symbole se mua en preuve. Des milliers de villageois traversaient le pont, certains en pleurant, d'autres en silence. Un agriculteur déclara « Avant, la rivière nous séparait, maintenant, elle nous relie. » Cette phrase devint virale. Elle résumait l'esprit d'une nation qui cessait d'attendre qu'on la sauve. Ce n'était plus une expérience d'ingénierie, mais un récit politique en train de s'écrire, celui d'un pays qui, pour la première fois depuis longtemps, se voyait capable de créer de la valeur à partir de sa propre poussière. Dès les premières semaines, les résultats dépassèrent les attentes. Là où les routes s'arrêtaient, les ponts d'Ibrahim Traoré surgissaient, reliant des villages autrefois isolés. Ce jeune président, perçu comme un idéaliste militaire, s'imposa peu à peu comme un guide pragmatique. Il ne parlait pas de miracle, mais de méthode. « Nous ne cherchons pas à prouver que nous pouvons tout faire, disait-il, seulement que nous pouvons commencer. » À Tambal, une zone longtemps coupée des marchés, le premier pont réduisit de moitié le temps de trajet vers les hôpitaux. Les enfants, pieds nus sur le caoutchouc chaud, riaient en traversant. Les mères y voyaient un passage vers l'avenir. Chaque traversée devenait un acte d'espoir, un souvenir collectif d'un moment où l'Afrique cessa d'attendre des secours extérieurs. Les effets furent rapides et visibles. Les coopératives locales se mirent à récupérer les déchets pour les revendre aux ateliers de construction.
Les étudiants en ingénierie proposèrent d'adapter la méthode à d'autres infrastructures, écoles modulaires, abris solaires. Et dans les casernes, les soldats découvraient une nouvelle mission, bâtir, non combattre. Pour le monde, ce n'était encore qu'un détail marginal. Pour le Burkina Faso, c'était une bascule historique. Dans un pays où l'on avait appris à mesurer la dignité en subvention, l'action collective redonnait du poids à chaque main. Le pont n'était qu'un objet, mais il changeait la manière même de se regarder. Tout commença dans la chaleur suffocante du Sahel, sous un ciel où la poussière avale la lumière. Des camions militaires avançaient lentement, chargés de pneus usés. Aucun tambour, aucune cérémonie. Seulement des hommes fatigués, disciplinés, et la voix ferme d'Ibrahim Traoré ordonnant « Collectez tout ce que le monde ne veut plus ». Cette phrase, simple, devint le déclencheur d'une chaîne d'événements qui allait transformer la perception du pays. Au palais présidentiel, certains ministres doutaient, les bailleurs étrangers se moquaient. « Un pont sans pneus ?» ironisa un conseiller d'ambassade. Mais dans les villages, l'ordre fut compris comme un appel. Utiliser ce que l'on a, créer avec ce que l'on possède. Des ateliers improvisés surgirent partout. Tauliers, soudeurs, étudiants, mères de famille. Tous fondaient, liaillaient, assemblaient, sous le regard d'ingénieurs militaires venus coordonner l'impossible. 3 mois plus tard, la rivière Teval avait changé de visage. Là où les crues emportaient les récoltes, s'élevait désormais une arche noire, rugueuse mais solide. Les camions la traversèrent, puis les bicyclettes, puis les processions entières d'écoliers. Ce jour-là, les caméras arrivèrent trop tard. La révolution avait déjà eu lieu. Les réactions furent immédiates. Reuters titra « Un pont national en pneus recyclés, miracle ou coup de com'. CNN parla d'un symbole de désespoir transformé en propagande. Pourtant, les chiffres contredisaient le scepticisme. Plus de 1000 passages quotidiens, 0 incident structurel. En quelques semaines, les marchés régionaux furent reconnectés. Les coûts de transport baissèrent de 18%. L'économie rurale respirait. Mais le phénomène déborda vite les frontières. Du Ghana au Niger, des étudiants imitaient la méthode. Les médias africains baptisèrent l'événement la révolution du caoutchouc. Pendant ce temps, à Paris, Washington et Pékin, on observait avec curiosité et une inquiétude croissante ce modèle d'autonomie né sans financement extérieur. La tension monta lorsque Traoré annonça vouloir nationaliser la production de matériaux recyclés. Pour ses partisans, c'était une extension logique. Pourquoi s'arrêter au pont ? Pour ses détracteurs, c'était une provocation. Le Burkina Faso, petit pays enclavé, osait défier les règles économiques établies. Les semaines suivantes, des délégations étrangères affluèrent. La Chine proposa des transferts de technologie. Moscou envoya des ingénieurs. L'Europe, des experts sceptiques. Mais Traoré resta fidèle à sa ligne. Nous n'avons pas besoin de miracles, seulement de courage. Les images de ses discours, filmées sans luxe ni téléprompteur, inondèrent les réseaux. La montée en puissance fut irrésistible. En 6 mois, 4 ponts supplémentaires furent inaugurés, chacun construit par les habitants. Les marchés renaissaient, les routes se remplissaient. Et le Sahel, longtemps perçu comme une marge du monde, devenait laboratoire d'une idée simple, la dignité se construit. Cette vague, Traoré ne la contrôlait plus. Elle appartenait au peuple. Et chaque pneu fondu racontait désormais une vérité que nul ne pouvait étouffer. À force de croire en l'impossible, le Burkina Faso avait trouvé son équilibre entre folie et foi. La phase suivante fut celle de la mesure. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, chaque pont, chaque atelier, chaque village impliqué fut soumis à un audit rigoureux. Et le président voulait que la foi devienne méthode, que l'inspiration se traduise en données. 3 indicateurs furent fixés: coût, temps, impact. Premier chiffre, le coût de construction d'un pont en pneus recyclés représentait 22% du prix d'un pont en béton classique. La différence fut vertigineuse
pour un pays dont le budget public restait limité. Cette économie immédiate permit d'étendre le projet à d'autres régions sans recourir à l'endettement extérieur. Les économistes locaux parlaient d'un modèle d'infrastructure frugale, une notion qui commençait à attirer l'attention d'universités africaines. Deuxième chiffre, la durée moyenne de construction passa de 11 mois à 89 jours. Cette compression du calendrier fut un argument puissant contre les critiques internationales. Tandis que d'autres projets s'enlisaient dans les appels d'offres, le Burkina Faso livrait des ouvrages concrets. Baseline, Delta, répétait Traoré dans ses réunions. Partir de la réalité, prouvé par le changement. Troisième chiffre, le trafic rural augmenta de 46% dans les zones reliées par les ponts. Les marchés doublèrent de leur activité hebdomadaire. Les écoles accueillirent 12% d'élèves supplémentaires et les coopératives de femmes se multiplièrent. Ce n'était plus seulement une réussite d'ingénierie, mais une politique sociale incarnée. Ces nombres ne suffisaient pas à convaincre tout le monde. Les médias étrangers parlaient encore de ce bulle de ferveur nationale. Pourtant, les images satellites publiées par des observateurs indépendants montraient la formation de nouvelles routes commerciales à travers le Sahel. Les rapports du FMI, bien qu'embarrassés, notaient une amélioration inattendue de la logistique régionale. Traoré, lui, restait prudent. Il savait que le succès statistique pouvait être fragile, mais il comprenait aussi sa portée symbolique. Pour la première fois, le Burkina Faso devenait un exportateur d'idées. Son ministère des Infrastructures lança des formations techniques ouvertes aux pays voisins. Des ingénieurs nigérians et ghanéens vinrent observer le procédé. Certains repartirent avec des plans complets. Ce que le monde voyait comme une curiosité devenait un mouvement mesurable. Les chiffres parlaient, mais la foi tenait encore lieu de moteur. Car derrière chaque pont, il y avait des visages, ceux de citoyens qui avaient troqué la résignation contre la responsabilité. Ces statistiques, froides en apparence, racontaient une chaleur humaine, celle d'un peuple qui, à défaut de richesse naturelle, venait de redécouvrir la plus rare des ressources, la confiance en soi. Le succès du projet d'Ibrahim Traoré ne fit pas l'unanimité. Deux courants s'affrontaient dans le débat africain et international. Le premier, incarné par les économistes libéraux, voyait dans l'initiative une illusion romantique, incapable de soutenir une croissance durable. Le second, porté par les souverainistes panafricains, y lisait au contraire la preuve qu'un modèle fondé sur l'autonomie pouvait rivaliser avec les normes globales. Les critiques rationnelles n'étaient pas sans fondement. Les experts occidentaux soulignaient la fragilité du caoutchouc, sous des températures extrêmes, et la difficulté à assurer la maintenance à long terme. Certains rappelaient que les infrastructures légères risquaient d'être symboliquement puissantes, mais économiquement limitées. Le scepticisme reposait sur la peur d'un effondrement technique qui annulerait les gains politiques. Pourtant, les faits s'y répondaient d'eux-mêmes. Les ponts de pneus, loin de se dégrader, montraient une stabilité surprenante après plusieurs cycles de pluie. Les ingénieurs burkinabés, en collaboration avec des laboratoires universitaires, avaient mis au point un liant polymère capable de résister à 65 degrés sans affaissement. Le projet était donc moins naïf que ne le prétendaient ses détracteurs. Mais la controverse prit un autre visage, celui de la dépendance intellectuelle. Fallait-il toujours que la validation vienne de l'extérieur ? C'est là que Traoré renversa le débat. Dans un discours prononcé à Ouagadougou, il déclara « Nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour être crédibles. Nous devons être cohérents. » Ce réalisme frappa les observateurs. Le président assumait l'imperfection comme preuve de souveraineté. En fin de compte, les arguments adverses, même fondés, renforcèrent le mouvement. Car plus on attaquait le projet, plus il prouvait sa solidité morale. Le Burkina Faso ne revendiquait pas la perfection d'un modèle industriel, mais la légitimité d'une volonté. Et c'est précisément cette logique de preuve par la résistance qui fit du pont en pneus bien plus qu'un objet d'ingénierie, un manifeste vivant. Ce n'est pas un pont, c'est un miroir,
Ainsi commença le discours qu'Ibrahim Traoré prononça au milieu du projet, face à ses ouvriers et aux caméras africaines. Cette phrase, courte, devint le slogan d'une génération. Car au-delà de la prouesse technique, une autre vérité se révélait. Ce pont reflétait le visage d'un continent en quête d'estime. Là où les puissances étrangères voyaient de l'audace du déchet, l'Afrique voyait désormais une ressource. Le geste avait cessé d'être utilitaire, il devenait civilisationnel. À ce moment précis, le récit bascula. Le Burkina Faso n'était plus un pays expérimental, mais un laboratoire moral. Des universités aussi au Ghana et au Kenya lancèrent des programmes EcoBridge. Des délégations étrangères affluèrent. Et dans les rues de Ouagadougou, des enfants jouaient à construire des ponts miniatures, riant en criant le nom de Traoré. Cette vision nouvelle du possible transformait la fatigue en fierté, le scepticisme en ferveur. Et le monde, qui observait encore de loin, comprit que ce n'était pas une mode. C'était une mutation. Les effets du mouvement de Ibrahim Traoré se firent sentir bien au-delà des frontières. En moins d'un an, 4 catégories d'acteurs en furent transformées. L'État, les entreprises, les citoyens et la région. Pour l'État, le changement fut institutionnel. Les ministères apprirent à travailler sans dépendre des experts extérieurs. Le Burkina Faso, longtemps habitué aux contrats de prêt, lança son propre fonds souverain vert, alimenté par les économies générées. Les officiers de l'armée furent formés à la logistique civile, construire, réparer, planifier. L'armée devenait un instrument de développement. Pour les entreprises locales, la révolution fut industrielle. Les ateliers de transformation du caoutchouc, soutenus par de petites coopératives, se multiplièrent autour des nouveaux ponts. Les chaînes d'approvisionnement internes réduisirent dans de 30% les coûts d'importation de matériaux. Les entrepreneurs y virent une opportunité, produire pour la nation plutôt que d'importer. Le modèle circulaire inspirait une génération de jeunes ingénieurs. Pour les citoyens, la mutation fut culturelle. Les marchés, jadis désertés, se remplirent de nouveau. Les femmes, souvent en première ligne, devinrent chefs de projet, gestionnaires de déchets et formatrices. Une ouvrière de Bobo Dioulasso témoigna « Ce que nous jetions nous nourrit ». Cette phrase, reprise dans les médias, symbolisa la bascule psychologique du pays. La pauvreté n'était plus une fatalité, mais un état transitoire. Enfin, pour la région, le rayonnement fut politique. Les pays du Sahel observèrent avec curiosité ce modèle qui contredisait l'idée d'une Afrique condamnée à dépendre. Le Mali et le Niger adoptèrent sur des versions locales du programme. À Addis Abeba, lors d'un sommet de l'Union africaine, un délégué déclara « Ce n'est pas un projet d'infrastructure, c'est un projet de dignité. Mais les conséquences allaient au-delà de la fierté. » Les chiffres officiels indiquèrent une baisse de 14% du taux de chômage urbain et une hausse de 9% du commerce transfrontalier dans la zone sahélienne. Même les médias occidentaux, d'abord sceptiques, reconnurent un ces tournants socio-économiques inattendus. Pourtant, Traoré restait mesuré. Il savait que le succès créait aussi des ennemis. Les anciens bénéficiaires de l'aide étrangère, marginalisés, cherchaient à reprendre le contrôle du récit. Le danger, disait-il, n'est pas dans les critiques, mais dans la complaisance. Ces mots se résonnèrent dans les casernes comme dans les écoles. Chaque pneu recyclé, chaque passerelle montée, chaque rire d'enfant traversant la rivière Tfal devenait un acte politique. Les ponts n'unissaient plus seulement deux rives, mais deux visions du monde, celle de la dépendance et celle de la responsabilité. Et dans cette tension, le Burkina Faso trouvait enfin sa voie propre. Au moment où le monde commença à reconnaître l'audace d'Ibrahim Traoré, une question s'imposa. Jusqu'où ce modèle pouvait-il aller ? Les analystes à Ouagadougou comme à Genève dessinèrent trois trajectoires possibles. La prudente, l'idéale et la critique. Scénario de base, le Burkina Faso consolide ses acquis. Le gouvernement poursuit la construction de ponts écologiques
étend la formation technique et renforce le Fonds vert national. La priorité reste la stabilité. Transformer l'expérience en politique publique durable. Les exportations de savoir-faire pourraient générer des revenus symboliques, mais stables. Cette voie assurerait la crédibilité à long terme, sans provoquer de rupture. Scénario optimiste. Le modèle s'étend au Sahel. Le Mali, le Niger et le Tchad signent un accord de coopération écologique, fondé sur le recyclage industriel. L'Afrique de l'Ouest entre dans une phase d'intégration économique sans précédent. Les ONG se retirent progressivement, remplacées par des consortiums africains. Traoré devient alors la figure d'un continent qui n'attend plus, mais agit. Ce scénario ambitieux suppose une paix régionale fragile mais tenable. Scénario pessimiste. Les pressions extérieures s'intensifient. Les sanctions financières freinent les importations. Essentiel. Les opposants internes exploitent les tensions sociales et les infrastructures souffrent d'un manque de maintenance. La réussite se fragilise, menacée par l'usure et la désinformation. Mais même dans cette hypothèse, l'idée fondatrice, celle de l'autonomie, ne s'éteint pas. Elle se transforme en symbole de résistance. Dans chacune de ces routes, le facteur décisif reste le même, la cohésion nationale. Traoré le sait, sans unité, aucune dignité ne dure. C'est pourquoi il concentre désormais ses efforts sur l'éducation civique et la gouvernance locale. Il ne s'agit plus seulement de bâtir des ponts physiques, mais des passerelles mentales entre générations. Si le prochain semestre confirme la viabilité du modèle, le Burkina Faso pourrait devenir la première nation du Sahel à exporter une doctrine de développement née de ses propres ruines. Et c'est là le vrai horizon. Prouver que la pauvreté, quand elle devient lucide, peut produire une forme de puissance. Ce que le monde voyait comme un projet d'État devint peu à peu une histoire humaine. Dans les villages, dans les écoles, dans les marchés, chacun se reconnaissait dans le geste d'Ibrahim Traoré, prendre ce que l'on a et en faire une force. Les médias africains diffusèrent des portraits de citoyens ordinaires, transformés par cette idée. Une mère de famille, ancienne vendeuse de charbon, dirigeait désormais un atelier de recyclage. Un jeune ingénieur, autrefois sans emploi, enseignait la mécanique des matériaux aux enfants. Le projet avait changé la perception du possible. Il montrait qu'une nation pauvre n'est pas démunie quand elle décide d'utiliser sa propre ingéniosité. Les habitants se sentaient impliqués, non comme bénéficiaires, mais comme co-auteurs. Cette mutation psychologique valait plus que les aides financières. Elle forgeait une citoyenneté active. Pour le reste du continent, le message était clair. L'Afrique ne manquait ni d'idées, ni de bras, seulement de reconnaissance envers elle-même. Les ponts de pneus devenaient des lieux de rencontre, des scènes de musique, des marchés improvisés. Sous ces arches noires, on vendait des fruits, on parlait politique, on riait. Le progrès prenait des visages familiers. Dans les rues d'Ouagadougou, une phrase se lisait sur les murs. « Nous ne sommes pas pauvres, nous étions endormis ». Cette maxime résumait la transformation d'un peuple éveillé par la confiance. Car au fond, le pont ne reliait pas seulement deux rives, il reliait les cœurs. Après la ferveur vint l'organisation. Fidèle à sa méthode, Ibrahim Traoré transforma l'élan populaire en plan d'action concret. 5 étapes furent définies pour ancrer durablement le modèle. Pour commencer, institutionnaliser la filière du recyclage. Le gouvernement créa un Institut national des matériaux alternatifs, chargé de standardiser les procédés et de former les ingénieurs régionaux. Ensuite, mesurer l'impact. Des indicateurs précis furent instaurés. Réduction des coûts, nombre de ponts construits, création d'emplois, surface agricole reconnectée. Chaque donnée devait être publique afin de renforcer la transparence. Puis, régionaliser la production. Les provinces du Nord reçurent des ateliers mobiles capables de fabriquer des modules de ponts sur place,
limitant le transport et les pertes. De plus, ouvrir la coopération Sud-Sud. Le Burkina Faso invita le Ghana, le Niger et le Mali à partager le savoir-faire accumulé. Cette diplomatie technique, sans idéologie, devint un vecteur de stabilité régionale. Enfin, ancrer la philosophie dans l'éducation. Des modules écologie et souveraineté furent introduits dans les lycées. Les enseignants expliquaient que recycler, c'est revendiquer le droit de créer à partir de soi. Ces actions, modestes en apparence, formaient une stratégie cohérente, transformer la réussite ponctuelle en doctrine durable. Et, comme le disait Traoré à ses conseillers, un projet ne vaut que s'il rend son peuple autonome. Le soir où le dernier pont fut achevé, Ibrahim Traoré retourna sur le site de Tambal, là où tout avait commencé. Le soleil descendait lentement derrière les collines du Sahel, et le caoutchouc noir du pont reflétait une lueur d'ambre. Autour de lui, les enfants couraient, les femmes riaient, les soldats se mêlaient aux villageois sans uniforme. C'était la même poussière, la même chaleur, mais un autre pays. Il posa sa main sur la rambarde rugueuse et murmura « Nous avons bâti de nos ruines ». Cette phrase, simple, rappelait l'origine de tout, la foi en ce que l'on a. Le pont, désormais, n'était plus un projet, il était devenu un symbole de renaissance. Dans le silence du crépuscule, le président regarda le fleuve. Là où il voyait jadis une frontière, il voyait maintenant une continuité. Le peuple burkinabé avait franchi bien plus qu'une rivière. Il avait traversé un siècle d'attente pour entrer dans le sien. Cette histoire ne demande pas d'admiration, mais d'écho. Si le Burkina Faso a pu redéfinir sa trajectoire à partir de ce que d'autres rejetaient, alors chaque communauté, chaque individu peut en faire autant. Le message d'Ibrahim Traoré n'était pas une leçon pour le monde, mais une invitation. Retrouver dans nos propres ruines la matière du renouveau. Aujourd'hui, le pont de pneus ne symbolise pas seulement une réussite africaine. Il rappelle à chacun que la dignité ne s'achète pas, qu'elle se construit, lentement, patiemment, avec les mains et la foi. Ce pont, invisible mais présent, relie tous ceux qui croient que le courage n'a pas besoin d'autorisation. Alors, avant de détourner le regard, posez-vous une question. Que faisons-nous de ce que nous jetons ? Peut-être que la prochaine révolution silencieuse et humaine naîtra non des empires, mais des gestes simples de ceux qui refusent encore de s'agenouiller.